Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois Laïla Mamou, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes vice-présidente d'Entreprise et Progrès et directrice de l'engagement citoyen de Crédit Agricole Personal Finance and Mobility. Je vais commencer, je démarre souvent cette rubrique par le sens du mot impact et puis voilà, comment vous l'utilisez, comment vous transformez l'impact en réalité dans vos activités aujourd'hui et même depuis quelques années? Pour moi, l'impact, c'est une preuve d'abord. C'est une preuve, c'est un alignement entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Lorsqu'on va mener une action, c'est pas tant l'action qui est importante. C'est vraiment, c'est quoi le résultat? Qu'est-ce que ça a fait bouger? Faire bouger les lignes, c'est de l'impact. Mais comment on le mesure, hein? Quand on va travailler sur le genre, on sait comment on va mesurer. Quand on va travailler sur la réduction de l'empreinte carbone, c'est pas juste la réduction qui est importante, mais c'est quoi l'impact de tout ça? Donc en fait, c'est vraiment, pour moi, je l'associe beaucoup à la preuve, à l'exemplarité, à la responsabilité. C'est une notion de responsabilité. C'est une notion de responsabilité collective, d'une très certaine façon. Absolument. Oui. C'est une responsabilité collective qui est portée par, si on est dans une entreprise, c'est par tous les collaborateurs. Si on est dans un think tank, c'est tous les participants. Mais c'est vraiment une responsabilité collective pour amener des preuves. Alors, on va s'appuyer sur vos deux activités d'aujourd'hui, vice-présidente d'Entreprise et Progrès, directrice de l'engagement citoyen, Crédit Agricole Personal Finance. D'abord, on présente en quelques mots, puis après on détaillera. Entreprise et Progrès, c'est quoi? Alors, Entreprise et Progrès a été créé par Antoine Riboud et François Dalle il y a déjà 50 ans. Et en fait, c'était précurseur parce qu'ils voulaient allier l'économie, le social et l'environnemental. C'est-à-dire que l'entreprise, elle sort de son rôle uniquement business plan, résultat, distribution de dividendes, c'est bien, mais pas que. Donc, d'endosser ce rôle de responsable de sa transition. Et aujourd'hui, vous le voyez, il y a une cinquantaine d'entreprises qui sont membres de l'association. Absolument, il y a une cinquantaine. Alors, on a BIC, on a la Française des Jeux, on a Bell, et on a aussi beaucoup de jeunes, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est pas rester juste entre nous. Il y a aussi beaucoup de jeunes entrepreneurs. Il y a quelques DRH, il y a aussi quelques consultants. Et en fait, l'ADN, c'est vraiment de mettre l'humain au centre de l'organisation. Et ce qui va nous différencier dans Entreprise et Progrès, c'est qu'en fait, on va travailler, on va ramener nos problématiques du terrain, on va les poser, on va co-construire des solutions, on va co-construire des guides, et en fait, on est dans de l'action. Alors, on y reviendra et on va détailler ce qu'est une entreprise engagée d'une certaine façon. Votre action au sein de Crédit Agricole Personal Finance and Mobility, c'est quoi? Alors déjà, c'est quoi? C'est quel service, quel financement? Parce qu'on va parler beaucoup du levier de la finance dans cette entreprise. Alors d'abord, je suis un background financier, puisque moi, pendant plus de 30 ans, j'ai dirigé des entreprises de crédit à consommation, dont Sofinco il y a 2 ans. Donc je viens du monde business. Et en fait, pour être une entreprise responsable, une entreprise engagée, il faut travailler avec les collaborateurs, il faut faire bouger l'organisation et la gouvernance. Et donc, c'est pour ça qu'avec ma hiérarchie, nous avons créé la direction de l'engagement citoyen pour que le discours que nous portons ne soit pas à côté de la vie de l'entreprise, mais qu'il soit complètement intégré. Il est intégré dans l'entreprise, il est intégré dans le plan stratégique. Et en fait, on a 2 jambes dans cette entité. C'est que, qu'est-ce qu'on va faire? On veut être une entreprise à engagement, il faut le prouver. On le prouve comment? En étant labellisé, en faisant du Bicorp, du Lucis, en fonction des pays. En mesurant l'indice d'engagement sociétal. C'est important de savoir comment nous sommes vus par nos clients. Et en montant un comité de parties prenantes. Et là, il n'y a pas de hiérarchie entre les parties prenantes, elles sont toutes égales. Et comment est-ce qu'on répond à leur questionnement et nous challenge sur notre stratégie? Et la deuxième jambe, c'est l'élément de preuve, c'est créer une fondation. Donc on a créé une fondation, on travaille sur et avec les jeunes dans l'objectif de plus d'intégration, de plus d'inclusion, mais ça, je pense qu'on va évidemment en reparler. Entreprise et Progrès, créé en 69 par François Dalle et Antoine Riboud, on l'a dit, 50 entreprises membres. Est-ce que c'est un moment charnière pour les... Est-ce que vous diriez ça, pour les entreprises qui s'engagent? Parce qu'on est à la fois face à des crises qui se surajoutent, des polycrises, comme on dit, des transitions qui elles aussi s'accumulent. On peut parler de la transition environnementale, on peut parler de l'IA, on peut parler... Enfin bon, bref, c'est avec
malgré tout, des entreprises disent il faut qu'on reste engagé. Sauf que c'est plus compliqué quand on est dans un contexte. Vous avez raison, il y a toutes ces couches dans un environnement très tendu, économique, dans un environnement géopolitique qui est aussi très compliqué. Et en fait, ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire dans Entreprises et Progrès, c'est de faire de toute cette complexité un vrai levier de progrès. Parce que c'est vrai que nous avons des injonctions paradoxales tous les jours. Tous les jours. Et c'est là où il y a les décisions qu'il faut prendre en temps court, tactique, parce qu'il faut continuer à faire tourner la machine, parce que c'est d'abord ça l'essentiel, et aussi prendre des décisions en temps long. Et c'est ça, aujourd'hui, la complexité, c'est en même temps d'être capable de prendre des décisions en temps court et de réfléchir à long terme pour justement être une entreprise plus durable. Oui, alors justement, est-ce que les entreprises engagées sont plus résistantes que les autres? Vous voyez ce que je veux dire quand on parle de polycrise? Est-ce qu'elles ont plus de capacité à résister à un choc, à s'adapter à un bouleversement climatique ou géopolitique? Je dirais de ma propre expérience, oui. Pourquoi? Parce que quand on est engagé, on a des fondamentaux qui sont très solides. On sait où on va et on sait pourquoi on veut y aller. Et donc, quand on sait où on va et qu'on est perturbé, on revient. Ça permet de canaliser. On revient à notre sens. Pourquoi? Mais elles ne sont pas moins rentables que les autres? Parce qu'elles dépensent de l'argent et de l'énergie. Non, aujourd'hui, je prends un autre exemple, au niveau de CAPFM, nous sommes très engagés dans la mobilité verte, nous sommes très engagés dans la transition énergétique, pour tous, qu'elle soit simple, qu'elle soit accessible. On n'a pas perdu d'argent. Au contraire, c'est des nouveaux marchés, c'est des nouveaux clients, c'est des nouveaux marchés, c'est des nouveaux produits. Donc, au contraire. Ouais. En tout cas... D'ailleurs, on ne l'a pas dit, vous avez dit que l'engagement citoyen, mais c'est quoi CAPFF, Crédit Agricole Personnel Finance Mobility. Je vais vous dire, facilité, c'est la branche Crédit à la consommation du Crédit Agricole. Okay. Nous sommes à peu près 10 000. On est présent dans 21 pays. D'accord. Donc c'est un peu le métier que vous faisiez déjà. C'est le métier qui est maintenant. On est voilà. Okay. C'est bon, c'est compris pour moi. Voilà. Dans cet objectif d'engagement, le rôle des dirigeants. Ça m'intéresse de vous entendre là-dessus, parce que ça fait des années que vous dirigez des entreprises, des structures. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit suivre ses collaborateurs, il doit les guider, il doit leur apprendre. C'est un éducateur? C'est quoi un dirigeant pour vous? J'aime beaucoup votre question. Parce que, en fait, pour moi, d'abord, il doit être exemplaire. Il doit être exemplaire et dans notre comité exécutif, en juin dernier, chaque membre du comité s'est engagé. Il dit déjà, moi, en tant que personne, je prends 2 engagements. Un engagement personnel, je vais faire une action, et un engagement collectif que je vais mener avec nos équipes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas demander aux collaborateurs d'être engagés si on ne l'est pas en tant que patron. Et vous avez parlé de dirigeants éducateurs. Ma conviction aujourd'hui, c'est que face à tout ce qu'on a dit, cette complexité dans laquelle nous évoluons, eh bien, un dirigeant ne peut plus juste décider. Il doit vraiment s'assurer que, toujours avec cette notion de l'humain au corps de l'organisation, s'assurer que le vivre ensemble est bien basé sur la confiance, sur la cohésion, sur le respect, de grandir ensemble. C'est-à-dire que l'entreprise, il faut qu'elle soit, en tout cas l'organisation, apprenante. Tout le monde doit évoluer et à la fin, forcément, réussir ensemble. Ouais, d'ailleurs, je vais vous citer, vous dites tout est interconnecté. Des salariés qui participent à un programme de mécénat de compétences ou qui consacrent bénévolement 1 ou 2 jours à notre fonds de dotation, ils en ressortent transformés. C'est une façon pour eux de vivre la citoyenneté en acte et puis de la transférer au monde de l'entreprise où l'engagement se métamorphose ensuite en levier de compréhension et de formation. Ça rejoint ce que vous venez de nous dire. Et ça me donne l'idée d'une question autour du mécénat de compétences. Quelle place ça prend dans une entreprise comme la vôtre, ou plus généralement dans les entreprises qui sont membres d'entreprise et progrès, et à quel point c'est devenu un levier un peu stratégique pour recruter, garder des collaborateurs? Alors, le mécénat de compétences, moi j'en fais depuis au moins 20 ans, et au Crédit Agricole, on a la chance de pouvoir donner 5 jours de son temps.
par an. En heures, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. En heures, c'est énorme. Et toutes les personnes qui vont aller contribuer à... ça peut être mentorer une start-up qui va être dans de l'IA. Ça peut être aider des jeunes de 14 ans à mieux choisir leur voie. Voilà, il y a faire des maraudes le soir, travailler avec une ONG qui travaille justement dans la réduction de l'empreinte carbone. Il y a plusieurs façons de contribuer. Eh bien, à chaque fois, les gens me disent, mais finalement, je suis partie en pensant que j'allais apprendre quelque chose à ces gens-là. Mais en fait, c'est eux qui m'ont appris. Et moi, avec le temps, comme je vous ai dit, ça fait très longtemps que je travaille, que j'utilise le mécénat de compétences comme levier managérial. J'ai vu des personnes revenir des missions transformées, plus lucides, qui écoutent plus. Et en fait, il y a un effet qui ça change vraiment la culture de l'entreprise. Mais est-ce que vous l'avez vécu vous-même? Parce que vous faites du mentorat aussi. Bien sûr, mais moi, je fais ça depuis 20 ans. Oui. Moi, depuis 20 ans, je donne toutes les semaines 2 heures de mon temps dans une cause. C'est quelque chose que j'ai toujours fait parce que d'abord, ça me nourrit et parce que je me dis, quand on a la chance d'arriver à des postes de haute responsabilité, alors c'est super, c'est sympa, on est important, mais et ceux qui n'y arrivent pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Il faut donner des coups de pouce. Je ne suis pas là toute seule. On m'a donné aussi un petit coup de pouce par-ci, par-là. Et en fait, c'était de dire comment je peux redonner ce qu'on m'a donné. Et c'est comme ça qu'est venue pour moi la notion de mécénat de compétences. Et franchement, 1 heure dans la semaine, ça se trouve. Je dis toujours 1 heure, c'est le temps de déjeuner. On peut donner un déjeuner par semaine à une cause pour laquelle on est très sensible. Chacun a une sensibilité qui est différente. Mais c'est un vrai levier managérial parce que ça change la culture de l'entreprise. On a plus de solidarité dans les entreprises et on comprend mieux les sujets. On reste vraiment ancré. Alors, on va parler de crédit à la consommation. Oui. Vous l'avez dit, vous avez dirigé Sofinco en France, Wafa Salaf au Maroc. C'est quoi le fil rouge, en fait, puisqu'on parle d'engagement? Quand on bosse dans le crédit à la consommation, c'est quoi son rôle économique et sociétal? C'est d'être utile. D'accord. Quand vous avez un enfant qui va aller faire des études à l'étranger, vous avez besoin d'un crédit. Vous allez acheter votre première voiture pour aller travailler, vous avez besoin d'un crédit. Un parent qui est malade, vous avez besoin. Et donc, on se sent vraiment utile. On le fait avec beaucoup d'éthique. On n'est pas dans le... D'ailleurs, la réglementation nous a bien... a vraiment joué son rôle pour éviter ce qui peut arriver. L'argent, c'est marécageux, on le sait. Et donc, quand on fait et c'est pour ça qu'on est aussi entreprise engagement, quand on fait ce métier-là avec engagement, avec éthique, avec transparence, et en tenant compte des fragilités des personnes, en gérant les accidents de la vie, parce qu'il y en a. Au début, vous avez besoin d'un financement, les accidents de la vie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a des structures dédiées pour accompagner. Et donc, c'est ça le fil rouge, c'est qu'on est utile, et on est le dernier 100 mètres qui reste pour réaliser une action. Et une action utile pour un ménage ou pour un... Et effectivement, grâce à la loi notamment, et puis grâce à des notions d'engagement, vous détectez un peu mieux des clients qui sont en risque de surendettement? Absolument. D'abord, on a toutes les lectures de fichiers, ça apparaît, techniquement ça apparaît, et il faut surtout ne pas oublier qu'au moment de la vente, on le dit au client, quand vous sentez qu'il y a un problème, il faut nous appeler au moment où le problème est là. N'attendez pas que ça s'accumule, ça devient très compliqué. Il y a la tentation de reprendre un crédit. Voilà, de reprendre et de reconsolider et de reprendre et de reconsolider. Il y a un moment, il faut arrêter tout ça. Il faut trouver une solution beaucoup plus pérenne. Alors, bien sûr, il faut absolument éviter le surendettement, mais comme je vous dis, il y a des accidents de la vie, donc les gens vont tomber là-dedans, mais il y a une structure, en tout cas chez nous, qui est dédiée à écouter et à anticiper. Et vous savez, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut détecter des débuts de problèmes pour que nous réagissions le plus vite possible. Le secret, c'est de réagir très vite. Alors, le financement, le crédit, le financement général, c'est vraiment un levier de transformation aussi qui peut être majeur dans nos sociétés. Et c'est justement le sens de la question de Nicolas Perdry, le directeur associé d'EPSA Sustainability, qui était à votre place la semaine dernière. On l'écoute tout de suite.
Bonjour Leïla, ma question pour vous est de vous demander comment vous aidez vos clients à vous orienter vers des choix de consommation plus responsables, plus solidaires et moins carbonés. Est-ce que les crédits à la consommation peuvent permettre de faire ça? Oui. Oui. Alors, je vais répondre sur trois familles de produits. Donc, il y a la mobilité, ça représente plus de 60% de notre business. Il y a l'équipement de la maison avec la transition énergétique et il y a aussi le recyclable. Sur la mobilité, dans notre plan stratégique, à horizon 2028, on se positionne clairement comme le financeur de la voiture électrique, avec comme ambition d'être 10 points au-dessus de la moyenne des ventes du marché européen, ce qui est énorme. Et de baisser l'empreinte carbone des flottes de véhicules que nous avons, puisque on est aussi loueur de longue durée et courte durée, de plus de 50% à horizon 2030. Mais comment on le fait? Eh bien, on a par exemple un produit qui s'appelle Agile Autopartage, qu'on a mis dans le monde rural pour permettre justement aux personnes de pouvoir circuler, de pouvoir dépasser leur ville pour aller entrer dans des villes qui aujourd'hui sont de plus en plus régulées. Aussi, on a fait la même chose pour des professionnels, pour la transition énergétique. Là aussi, on se positionne vraiment comme celui qui facilite l'accès. Donc ça doit être simple, avec des offres. Par exemple, on est partenaire de l'Agence nationale de l'habitat, ce qui fait que nous avançons l'avance à l'artisan. Donc, les devis sont déduits de cette avance. Donc, ça permet de soulager les artisans. Il y a souvent des subventions qui sont, par exemple, sur la rénovation énergétique. Est-ce que vous jouez aussi le rôle de conseil auprès des clients? Oui, est-ce que ce n'est pas forcément votre rôle? C'est tout à fait notre rôle. Et d'ailleurs, avant de commencer toute cette stratégie, on a d'abord commencé par les collaborateurs, par les formations. On les a formés, on leur a expliqué c'est quoi les enjeux. Sinon, ils ne sont pas crédibles eux-mêmes. Et donc, bien sûr, nous avons carrément une plateforme, enfin une app où les clients peuvent rentrer, mesurer leur empreinte carbone, par exemple, essayer d'avoir les astuces pour comprendre ce que c'est que cette transition énergétique. Donc, on finance énormément de panneaux solaires, de pompes à chaleur. Et par exemple, avec Castorama, et pour faire le lien avec MaPrimeRénov', tous les produits qui sont justement dans la rubrique, enfin dans la liste des produits qui sont agrégés par MaPrimeRénov', eh bien, ils sont financés à 0%. Donc, il y a des offres financières qui vont inciter à consommer des produits verts. La même chose pour le recyclable. Avec Darty, nous allons, par exemple, financer des crédits à 0% pour tous les produits qui ont un impact, qui sont recyclés et qui ont un impact, justement, mesuré. Et là, c'est Darty qui prend en charge. Donc, en fait, la façon de donner, de permettre aux clients de consommer vert, green, on va dire, notre jargon, eh bien, ce sont des offres dédiées. Ce n'est pas les mêmes tarifs. C'est des offres subventionnées, soit par le partenaire, soit par le fournisseur. On l'a dit, ça fait plusieurs années que vous travaillez dans ce secteur des crédits à la consommation. Ces enjeux-là, ils sont apparus il y a combien de temps? Et à quel point ils deviennent stratégiques, d'une certaine façon? Parce qu'il y a 15 ans, on n'aurait pas eu la discussion, clairement. Non. Il y a 15 ans, on aurait eu la discussion de l'entreprise et les responsables au niveau sociétal. L'entreprise, avant, on est passé de la philanthropie à quelque chose de beaucoup plus organisé. C'est-à-dire, oui, je vais donner des fonds, mais ça va apporter quoi? Quel est l'impact? Ça se faisait déjà. Ce qu'il n'y avait pas, c'est toute cette dimension transition énergétique. D'abord, il y a la réglementation qui vous laisse plus le choix. Et il y a aussi il y a les jeunes. Il y a les jeunes qui nous attendent au tournant et qui exigent qu'on soit réellement... Vous voyez la différence en fonction de l'âge de vos clients? Oui. On la voit chez les clients, on la voit chez nos collaborateurs. On la voit chez nos fournisseurs. En fait, on la voit partout. Et on voit qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont vraiment une tolérance zéro pour tout ce qui est... tous les discours qui ne sont pas suivis d'actions. Qui ne sont pas alignés, oui. Qui ne sont pas alignés, tolérance zéro. Donc on est vraiment très, très attendu en tant qu'entreprise. Et pour répondre à votre question, moi je pense que c'est des sujets qui sont là depuis quand même 4-5 ans. Oui.
Ça veut dire que quand vous définissez un engagement ou une trajectoire, vous êtes sûr de pouvoir y arriver? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je vais le dire différemment. On se fixe une ambition et on se donne les moyens de cette ambition. On se donne les moyens pour y arriver. Parce que si vous n'y arrivez pas, effectivement, les clients, les collaborateurs, tout le monde va... Et il faut savoir que tous ces objectifs sont dans les grilles d'intéressement des dirigeants et de toute l'entreprise. Tous les collaborateurs, dans leur grille d'intéressement, ils ont justement... voilà, pour montrer que c'est un enjeu collectif. Alors, vous parliez de la jeunesse. Il y a ce fonds de dotation pour la jeunesse qui s'appelle For Youth. De quoi il s'agit? Et si on doit le présenter en quelques mots. En quelques mots, c'est un fonds de dotation qui va aller financer des programmes pour favoriser l'inclusion et l'égalité des chances. Et donc, avec deux principales actions. Une où on va accompagner des associations, et une autre, c'est ce qu'on a lancé la semaine dernière, c'est au lieu de parler à la place des jeunes, au lieu d'écouter des études, il y en a beaucoup qui sont même contradictoires, nous on a décidé, au lieu de commenter les jeunes, d'aller les écouter. Et donc c'est un programme qui s'appelle La Voix des jeunes, et d'ailleurs au niveau d'entreprise et progrès, nous menons aussi un programme qui s'appelle Les Jeunesses. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut savoir, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils attendent de la société, comment ils voient la société de demain et aussi comment ils veulent contribuer. Donc on veut les écouter. Mais c'est sous quelle forme? C'est des messages sur les réseaux sociaux? Non. On a fait des rencontres. On a rencontré une centaine de jeunes avec lesquels nous avons passé plus de 2 heures à questionner. Après cela, nous allons inviter des RH et des décideurs pour venir écouter ces retours et voir qu'est-ce qui intrigue, c'est quoi les biais qu'on a, qu'on veut aller questionner. Et à partir de cette phase-là, nous allons enclencher une phase quanti. Et là, nous allons questionner 1000 jeunes pour aller confirmer, infirmer ce qui est apparu. Mais l'objectif, c'est pas... Avec quel objectif? Parce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas une énième étude. Sert, non, c'est pas une énième étude. C'est une base de travail à partir de laquelle nous allons faire un plaidoyer. Pourquoi? L'idée, c'est d'aller voir les décideurs, les RH, leur dire voilà ce que les jeunes disent. Comment, si vous deviez demain changer une action dans votre stratégie de recrutement, ça serait laquelle? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore des biais de recrutement? Parce que moi j'entends, c'est un thème qu'on traite régulièrement dans cette émission, et j'ai souvent des invités qui me disent on lutte contre ça, on a fait évoluer nos méthodes de recrutement, on sort de la facilité des grandes écoles, etc. etc. Je reviens à la question de l'impact. Est-ce que c'est mesuré? Il faut le mesurer. Ouais. Il faut le mesurer. Et l'objectif, c'est pas est-ce que je recrute. L'objectif, c'est est-ce que les jeunes sont prêts demain à être recrutés? Donc, est-ce qu'ils ont la bonne formation? Est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Est-ce qu'ils ont les bons codes? Donc, c'est accompagner jusqu'à... Et on revient à l'entreprise éducative. Ouais. Et une fois qu'on les a recrutés, c'est pas fini. Il y a les codes pour les faire évoluer. Donc, voilà. Et donc, c'est comment on les accompagne. Vous dites, quand nous soutenons un jeune, nous ne faisons pas de la solidarité au sens étroit du terme. On investit dans un futur collègue, un futur entrepreneur, un futur citoyen engagé. Ah oui. Si j'étais un peu trivial, je dirais que c'est de l'argent bien dépensé. S'il faut le dire comme ça, je le dirais. Il ne faut pas avoir honte de ça. Quand on accompagne un jeune, moi je sais que quand j'accompagne des jeunes, à la fin, je leur dis... Je suis venu, j'ai passé du temps pour vous. Tout ce que je vous demande, en contrepartie, lorsque demain vous serez à des postes, lorsque demain, voilà, toute la galère sera derrière vous, n'oubliez pas, vous rendez. Allez rencontrer d'autres jeunes et gardez cette chaîne solidaire. Ouais. Donc, voilà, c'est vraiment de pouvoir continuer à donner... Cette fondation, elle répare un peu l'ascenseur social qui est, c'est le but. Qui est en partie cassé. C'est le but. C'est le but. Et moi, personnellement, je crois à l'ascenseur social via l'éducation. Moi, c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. C'est grâce à l'éducation, c'est grâce au système scolaire. On peut dire ce qu'on veut, mais on a encore des gens brillants qui sortent de n'importe quel type de lycée. Il n'y a pas que les meilleurs lycées où on a les meilleurs élèves. Il suffit d'accompagner, voilà, et je travaille avec beaucoup d'associations. Je ne peux pas les nommer parce que sinon je vais vexer ceux à qui je n'ai pas pensé. Mais il y a vraiment des jeunes qu'on va chercher presque en bas de la cité. Et aujourd'hui, ils sont fiers en disant, mais voilà, j'ai fait Sciences Po, je suis là, voilà. Et donc il y a cette dynamique qu'il faut vraiment garder.
à travers notre fonds, à travers d'autres, il y a beaucoup de gens qui font la même chose parce que les besoins sont énormes. C'est très difficile de mesurer l'impact de tout ça, mais continuer à tendre la main à ces jeunes, je pense que c'est notre rôle au niveau de l'entreprise. Et c'est ce qu'on fait au niveau d'entreprise et progrès, puisque les 3 programmes que nous allons gérer, sur lesquels nous travaillerons cette année, c'est la démographie, qui est un impensé au niveau de l'entreprise, parce qu'il y a une chute démographique aujourd'hui. Comment on fait pour accompagner les seniors? Comment on fait pour recruter des talents? Et les jeunesses. Comment on va faire pour les recruter? Ben voilà, c'est la fin de l'interview. Elles sont passées vite, les 26 minutes. Oui, c'est passé vite. C'est très bon signe. Oui. Merci beaucoup, Laïla Mamou. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.